tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 4 décembre. Nous ouvrirons ce journal avec les célébrations liées à la Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. Nous assisterons au Trophée de l'Éco 2018 qui avait lieu au Grimaldi Forum. Nous découvrirons le salon professionnel de la blockchain. Nous reviendrons sur l'anniversaire des 40 ans du Sort Optimiste. Et nous terminerons avec votre Focus Info consacré au tournoi de rugby réalisé à Dubaï. Débutons ce journal avec les célébrations liées à la Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. L'événement s'est déroulé en présence du souverain et vous allez voir que cette année, un hommage particulier a été rendu aux sapeurs-pompiers de Monaco morts au front durant la Première Guerre mondiale. Un reportage de Sandrine Nègre. Elle fut modèle de pureté et de courage, terme que l'on retrouve dans la devise des sapeurs-pompiers dont elle est la patronne, courage, sacrifice, dévouement. Le 4 décembre est une date qui permet ainsi de rendre hommage à la Sainte Barbe au cours de cette messe au cœur de l'église Saint-Nicolas, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, la patronne du corps des sapeurs-pompiers, est célébrée. C'est aussi l'occasion de retrouver la grande famille des pompiers, ceux qui sont en activité et ceux qui, après tant d'années de service, et ils sont nombreux dans l'Assemblée, jouissent aujourd'hui de leur retraite. Au cours de cette journée de fête, nous n'oublierons pas ceux d'entre eux qui sont morts en portant secours à leurs semblables. Et en cette année du 100e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, nous aurons une pensée particulière pour les 14 pompiers de Monaco qui ont donné leur vie pour la France. Et si la nouvelle statue de la Sainte Barbe a été bénite pendant la messe, un peu plus tard et un peu plus loin sur la place du Campanin, tout juste devant la caserne, une autre statue est à l'honneur. Celle-ci rend hommage aux sapeurs-pompiers de Monaco, 14 exactement, morts au front au cours de la Grande Guerre de 1914-1918. Hommage qui poursuit celui initié lors de la fête nationale il y a moins d'un mois. Dévoilée, vous l'avez vu, par le souverain, cette sculpture est l'œuvre de l'artiste monégasque Blaise de Vicy, à l'initiative du commandant supérieur de la force publique avec le soutien de la Sogeda et de la direction de l'aménagement urbain. Ce que représente cette œuvre, c'est un pompier qui est habillé en poilu de 14 et qui part à la guerre. Parce que comme vous le savez, les 14 sapeurs-pompiers sont partis et ne sont pas revenus. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Bon, je suis sensibilisé parce qu'il s'appelle Léon. Mon arrière-grand-père s'appelait Léon et a fait Verdun. Et donc je n'ai pas voulu me donner un prénom en particulier d'une personne ayant disparu. Donc Léon, on va dire que c'est neutre, un peu comme le soldat inconnu. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens justement qui ont donné leur vie. À proximité de l'œuvre, une plaque commémorative avec l'ensemble des noms des 14 sapeurs-pompiers est à présent visible et permet ainsi à toute personne traversant la place de mesurer combien celle qui devait être la der des der a touché la principauté. Dès le début du conflit, la compagnie, dont l'effectif est de 60 militaires, fin 1910, fut presque entièrement mobilisée pour aller au front. Hélas, nombreux en revers blessés, 14 y laissèrent la vie, s'ajoutant ainsi aux 8 carabiniers également tués au front. Parmi eux se trouvait le premier commandant de compagnie, le capitaine Auguste Picandet, dont le souvenir nous accompagne encore aujourd'hui. L'inauguration de l'œuvre par le Prince Albert II, tout comme la bénédiction par l'archevêque de Monaco, les dépôts de gerbes et l'appel aux morts au chant d'honneur avant la minute de silence et les hymnes nationaux ont ponctué d'une façon très forte et émouvante l'hommage à ces poilus. Le Monaco Economic Board et le groupe Nice Matin renouvellent cette année encore leur collaboration avec la remise des trophées du Club de l'Éco Monaco qui récompense les entrepreneurs monégasques. Retour sur les lauréats avec Alexandra Pani.
7 lauréats cette année pour cette 7e édition des Trophées du Club de l'Éco Monaco. 7 dirigeants représentant le dynamisme et le pluralisme de secteurs économiques de la Principauté. Créée en 2012, cette remise des prix a pour ambition de mettre en valeur le savoir-faire monégasque et les entreprises qui s'exportent à l'international. Ils découvrent des sociétés que l'on n'imagine même pas qui sont sur Monaco. Des sociétés qui sont leaders dans leur secteur au niveau mondial. C'est ça qui est exceptionnel. Des gens qui croient ce qu'ils font et vraiment un écosystème vraiment diversifié. C'est ça qui est la force de ce pays. Depuis la création de ces trophées, 33 lauréats ont déjà été récompensés et plus de 20 secteurs d'activité représentés. Le premier prix décerné était remis par Jean Castellini à Gaëlle Talarida, la directrice générale du Monaco Yacht Show, pour le manager de l'année. Autre personnalité bien connue en Principauté, Laurent Pionce a reçu le coup de cœur du jury pour le Sportel Monaco qui fêtera en 2019 ses 30 ans. La transition numérique fait partie des grands chantiers mis en œuvre par le gouvernement. C'est donc naturellement que Monaco Informatique Service se voit décerner cette année le prix spécial du jury. Les chantiers qui sont nommés un peu partout, c'est autour de l'éducation, de la santé, de l'administration, de la Smart City. Donc ça, c'est les grands chantiers, mais il y a quand même dans les entreprises des métiers qui évoluent déjà avec le numérique et qui structurent. Donc il faut être présent dans cette transformation, à la fois dans le conseil et à la fois dans l'intégration de solutions. Autre thème cher à la Principauté et qui revient chaque année dans cette remise de prix, le trophée du développement durable a été remis à la société Enoléo, reconnue pour sa capacité à améliorer la consommation des bâtiments industriels notamment. Mais ces considérations en termes de protection de l'environnement se retrouvent dans l'ensemble des entreprises présentes lors de cette soirée, à l'image de Siam Sedap qui a reçu le prix de l'international. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Beaucoup de choix sont possibles, industriellement, commercialement, et nous devons préparer effectivement ce tournant vers des emballages alimentaires qui soient soutenables pour la planète. Le trophée du Made in Monaco a été attribué cette année à la société Doro, une entreprise familiale créée en 1951 et qui a su s'adapter au marché. Du fabriqué à Monaco, du créé à Monaco, du développé à Monaco, mais l'essentiel de nos marchés est sur la France, effectivement avec des marques de renom, puisque la spécificité de notre métier est de représenter le luxe et Monaco est en phase avec cet univers-là, quoi. Ces trophées du Club de l'Éco ont également récompensé la société Udom au titre de l'innovation. Cette édition 2018 a une nouvelle fois mis en lumière la vitalité de l'économie monégasque. Un salon professionnel dédié à la blockchain s'est tenu il y a quelques jours au Grimaldi Forum. Cet événement permettait d'en savoir plus sur ce nouveau phénomène. Un reportage de Christine Datomel. Forte du succès de la première édition, cette seconde édition plonge une fois encore les visiteurs en plein cœur du networking. Un événement qui concentre les experts de la blockchain au niveau international. Un focus sur cette technologie de demain. La blockchain, avec des mots simples, c'est un registre décentralisé. Donc ça permet d'avoir une traçabilité sur un certain nombre d'informations. Et ça permet que tous les utilisateurs également puissent avoir accès à ces informations. On connaît bien sûr le Bitcoin et la crypto-monnaie, mais ça, je dirais que c'est vraiment une toute petite partie de la blockchain. Puisqu'en fait, on peut réaliser sur la blockchain plein d'autres opérations qui vont permettre à plein d'industries de se développer et on va dire de se libéraliser des serveurs internes. L'objectif de ce salon, permettre à l'industrie de la blockchain de se faire connaître du grand public, mais aussi des investisseurs et des utilisateurs. L'intérêt de venir à ce salon, c'est de découvrir un petit peu toutes les nouvelles technologies qu'il y a autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, parce que c'est vraiment un petit peu un tournant de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées, fluidifiées, facilitées, qui vont permettre vraiment à tout type de domaine, tout type d'industrie de vraiment pouvoir évoluer dans tous les sens du terme. Donc c'est vraiment incontournable comme salon. C'est génial que ça soit à Monaco parce qu'il y a beaucoup de gens de plein de pays ici qui échangent librement, tous la main dans la main, qui sont là pour faire évoluer cette nouvelle technologie. Et voilà, donc c'est vraiment très intéressant.
L'utilisation de toutes les nouvelles technologies digitales s'applique également au monde de la santé. La santé connectée fait son entrée avec PassCare, une carte qui connecte votre santé, une nouvelle technologie basée sur une blockchain privée. J'ai commencé à faire mes recherches scientifiques au CNRS en France sur la prédiction du cancer du rein par exemple, et je me suis rendu compte qu'en fait le potentiel de l'information quand on la partage est extrêmement important. On peut faire de la prévention, de la prédiction, etc. Donc améliorer la recherche médicale. Or, aujourd'hui, on ne partage pas cette information. Quand vous allez chez votre médecin, à l'hôpital, à la pharmacie, les informations restent à chaque fois localisées là où elles sont. Et vous, en tant que citoyen, en tant que patient, vous n'avez pas accès à ces informations. Donc le projet qu'on a lancé s'appelle PassCare, et c'est une technologie basée sur la blockchain et qui vous permet en fait de récupérer ces informations et de créer un flux unique d'informations de santé via le patient lui-même, via le citoyen, et ce, n'importe où dans le monde. Un peu plus loin, un autre concept novateur attire lui aussi tous les regards. À l'heure où le numérique est très présent dans notre vie, l'art n'échappe pas à cette tendance digitale qui suit nos générations et qui laisse son empreinte dans des domaines aussi riches que variés. Le marché de l'art s'est engagé dans une irréversible révolution numérique. On lance pour la première fois des œuvres d'art en vente en crypto-monnaie, dédiées qu'à la crypto-monnaie, donc essentiellement aujourd'hui sur le Bitcoin. Et vous pouvez voir le premier tableau donc, réalisé et fait par Pierre, et ainsi que d'autres œuvres. Et c'est des œuvres qu'on ne vend exclusivement qu'en Bitcoin. Et voilà, on est en train de produire une série d'art dédiée à la blockchain et dédiée à la crypto-monnaie, qui est un concept assez novateur et qui fait du bruit. Chaque œuvre est identifiée avec à l'intérieur, on cache à un endroit une puce qui va à la lecture grâce à une application. On va l'identifier, on va voir qui est le propriétaire, les techniques, enfin un vrai acte d'authentification mais sous forme de puce. Et ça c'est tout nouveau aussi. Voilà, c'est lié à la blockchain, c'est lié à la crypto-monnaie, c'est lié au monde de demain. Entre conférences, remises de prix et dernières innovations technologiques, le MIB aura permis de faire la lumière sur cette révolution numérique. La blockchain est donc l'objet de tous les fantasmes et il faut dire qu'elle compte déjà de nombreux supporters. Le réalisateur du film La Marche de l'Empereur était également présent lors de ce salon. Il a pris la parole à l'occasion d'une conférence afin d'évoquer la rencontre entre le monde de la blockchain et celui du cinéma. Je vous propose d'écouter Luc Jacquet. Elle rentre timidement, en tout cas en Europe et en tout cas en France. Moi je pense que la blockchain c'est une opportunité absolument phénoménale pour retrouver des modes de financement sur le cinéma indépendant tel que je le pratique, qui a aujourd'hui beaucoup de mal à se financer, en particulier sur ce mode du documentaire. Pour moi c'est aussi un moyen de trouver une logique plus, on va dire, équitable avec les investisseurs éventuels qui peuvent venir sur ces films-là et donc du coup les rendre plus pérennes. Et une troisième chose, c'est que par rapport aux films que je fais moi aujourd'hui, qui ont pour vocation peut-être d'éclairer ou de faire ressentir ou de partager l'émotion par rapport à notre futur sur cette planète, moi cette logique de blockchain va me permettre de rester en contact avec les spectateurs. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe quand les gens sortent de la salle après avoir vu mes films? Aujourd'hui je sais qu'avec le token, avec cette logique de blockchain, je vais pouvoir soit les inviter à s'inscrire dans une démarche de développement durable plus globale avec d'autres initiatives ou à garder le contact avec eux. Alors est-ce qu'on aura la chance justement d'avoir un de vos films, un prochain film, qui sera financé par la blockchain? J'espère, c'est ce à quoi on travaille actuellement. On a vraiment le sentiment aujourd'hui d'être dans une économie totalement émergente qui pose énormément de problèmes. Les problèmes du blanchiment, les problèmes de taxes, les problèmes de mille et un problèmes au fond. Donc on est sur des prototypes et aujourd'hui il faut apprendre, évidemment prendre beaucoup de précautions parce que tout ce qu'on fait là a une vocation qui pour moi est totalement exemplaire. Donc effectivement il y a encore beaucoup de travail. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Le Souverain a inauguré lundi soir une exposition qui rassemble une cinquantaine de modèles historiques de Ferrari au musée automobile de Fontvieille, ou plus exactement à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. Deux guides particuliers étaient présents également, Jean Alési qui a couru pour l'écurie de 90 à 95 et le second, le monégasque Charles Leclerc qui sera le nouveau pilote Ferrari la saison prochaine. Une exposition à découvrir jusqu'au 15 mars tous les jours de 10h à 18h.
Après la lutte contre le gaspillage alimentaire, la mairie et l'association MC2D élargissent leur action à une autre forme de gaspillage, celui des jouets. Ce mercredi et jeudi de 13h à 18h, une collecte est organisée à l'espace Léo Ferré au profit de 2 organismes, Mission Enfance pour les enfants de 0 à 3 ans et la Croix-Rouge monégasque pour les enfants de 3 à 12 ans. Les jouets doivent être en très bon état et complet. Le club Soroptimiste International de Monaco fête ses 40 ans. Pour le gala, les membres s'étaient lancé un tout nouveau défi, celui de recueillir des fonds pour la recherche sur les cancers des enfants. Défi relevé puisque le club a récolté plus de 190 000 €. Un reportage de Dominique Poulain. Le club Soroptimiste fête ses 40 ans dans les décors somptueux de l'hôtel Hermitage, sous le haut patronage du prince Albert II. Né en Californie en 1921 et créé à Monaco en 1978, le mouvement est une organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale. Elle œuvre à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l'éducation, l'égalité, le développement et la paix. Au fil des années, les membres du club se sont mobilisés pour mener des actions sur le plan local, national et international dans un esprit solidaire et volontariste. On a été quand même à l'origine de la création de Jeunes J'écoute, qui maintenant perdure grâce à Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. On a créé le site Handiplage, qui aujourd'hui, grâce au gouvernement qui a repris le flambeau, accueille quand même 300 baigneurs par an. Des handicapés, enfin des personnes à mobilité réduite, dirons-nous. Nous avons œuvré dans le domaine médical, puisqu'on a fait des actions lorsque le virus du sida est apparu. Et puis à l'international aussi, puisqu'on a foré des puits, on a reconstruit des écoles au Népal après le tremblement de terre où malheureusement j'étais. Donc on avait fait une action pour ces enfants. Pour célébrer cet anniversaire, le club choisit de soutenir la recherche pour les cancers pédiatriques. L'occasion de présenter le projet Aladdin, un projet mené par l'équipe du professeur Pujol, chef du service d'oncogénétique au CHU de Montpellier. Objectif du projet, identifier de nouveaux déterminants génétiques des cancers de l'enfant. C'est un projet qui consiste à utiliser nos progrès de connaissances en génétique et nos progrès technologiques, et de le combiner pour rechercher dans l'analyse génétique des tumeurs de ces enfants des pistes thérapeutiques aujourd'hui ciblables. On a une émergence de molécules très nombreuses qui permettent non plus, comme les traitements conventionnels, de s'attaquer à toutes les cellules, mais de cibler la tumeur. Et donc l'analyse génétique nous permet un véritable ciblage moléculaire avec des drogues spécifiques qui sont à la fois moins toxiques que les traitements conventionnels, comme la chimiothérapie, mais surtout plus efficaces. L'étude du projet Aladdin sera menée sur 90 enfants au CHU de Montpellier, de Nice et à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. La soirée est ponctuée par une vente aux enchères pour recueillir les fonds nécessaires au projet Aladdin. Au total, ce sont 195 000 € qui sont récoltés. Coup de projecteur à présent sur cette nouvelle exposition proposée en plein cœur de la galerie du quai Antoine Ier jusqu'à la mi-décembre. Vous allez pouvoir découvrir un large éventail d'œuvres, un reportage de Sandrine Nègre. Le comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO propose plusieurs rendez-vous tout au long de l'année. Parmi eux, ce salon qui invite les artistes à travailler selon un thème et à répondre à un questionnement pour le mois de décembre. À l'honneur pour cette édition 2018, l'expérience d'artiste. C'est la 20e édition cette année, puisqu'on a commencé à exposer dans cette salle en 1998. Chaque année, nous offrons la possibilité à une sélection d'artistes d'exposer dans cette belle salle, dans ce lieu muséal qui est la salle du quai Antoine Ier depuis 1998. Nous avons une centaine d'artistes adhérents au comité monégasque de l'AIAP. Pour certains, ça a été difficile. On a fait 2 réunions. J'ai amené pas mal de documentation, de choses de philosophes, de théoriciens qui se sont penchés sur ces questions-là, expérience de l'art, expérience dans l'art, etc. Mais ça a été difficile, donc ceux pour lesquels ça a été trop difficile n'ont rien présenté cette année. Il y avait un petit peu moins de candidats.
à la sélection. Par contre, ceux qui ont présenté des œuvres et qui ont été sélectionnés ont, je pense, bien compris la démarche. C'était en fin de compte de raconter un peu l'histoire de l'œuvre. Alors, l'histoire de l'œuvre ponctuellement réalisée à l'occasion de cette exposition, ou bien l'histoire de leur travail en général, de leur démarche artistique, comment ça a démarré, comment ça a évolué dans leur vie. Installations, tableaux, sculptures et même robes permettent ainsi de découvrir de quelle façon chaque artiste a souhaité répondre au sujet posé. Cette année, les invités d'honneur sont des artistes de Corée du Sud. Ils sont 17. On a une petite histoire vis-à-vis de Monaco par rapport à un de nos artistes monégasques, de nationalité monégasque, qui était un de mes anciens élèves au lycée, qui est céramiste à Monaco, qui s'appelle de son nom d'artiste Laurent Lassource, et qui a fait, après ses études de Beaux-Arts ici, a fait une période d'études aux Beaux-Arts de Dijon, où il a rencontré un artiste coréen. Et quand je leur ai dit que j'invitais des artistes coréens, lui m'a dit « mais moi je connais un artiste à Séoul avec qui j'ai travaillé, qui a fait des portraits de moi. Cet artiste a fait 48 portraits de Laurent Lassource, surdimensionnés, hyper réalistes, qui ont été vendus dans le monde entier. » Donc Laurent Lassource, notre petit artiste monégasque, a sa physionomie comme ça qui se balade dans le monde entier chez différents collectionneurs. Et donc Laurent m'a dit il faudrait l'inviter. Donc ce qu'on a fait. Et les travaux de plusieurs de ces artistes ont été primés. Le salon propose aussi le prix du public, alors n'hésitez pas à voter après votre visite. La salle d'exposition du quai Antoine Ier est ouverte tous les après-midi. Exposition à découvrir jusqu'à la mi-décembre. Vous avez pu suivre les résultats sur Monaco Info. Les Impies de Monaco ont participé à l'International Open du Dubai Rugby Sevens. Ils ont atteint les demi-finales de la compétition. Une équipe de Monaco Info a suivi cette formation un peu particulière. C'est votre Focus Info, il est signé Émilie Rousseau. Quand on parle de Dubaï, on pense économie, tourisme, à la Burj Khalifa, la plus grande tour au monde. Mais Dubaï, c'est également du rugby. Depuis 49 ans maintenant, la ville organise le Dubai Rugby Sevens, l'un des plus grands tournois de rugby à 7 au monde. Le HSBC est la deuxième étape du circuit mondial. Il se déroule en plein désert et accueille près de 50 000 spectateurs par jour. Des familles, des passionnés de l'Ovalie, des adultes venus passer du bon temps. Parfois, l'événement prend même des allures de Mardi Gras. C'est aussi cela, le Dubai Rugby Sevens. Pour la deuxième année consécutive, les Impies de Monaco participent à l'International Open, un tournoi parallèle sur invitation. Impies, comprenez guerrier en zoulou. Cette équipe créée sous l'impulsion de Gareth Wittstock, le frère de la princesse Charlène, est composée de 7 joueurs de l'équipe nationale monégasque et de 5 internationaux. Pour leur premier match, les hommes de Nicolas Bonnet sont opposés aux X-Men 2.0, une formation composée d'expatriés. Dès les premières minutes de jeu, les Impies donnent le ton sur le terrain du HSBC. Ils s'imposent aisément 55-7. Sur le premier match, oui, on a démarré de façon idéale. En plus sur le terrain d'honneur. Un bon départ et surtout la chose qui fait la plus plaisir, c'est que les petits de Monaco ont pu jouer sur le terrain. Ils sont rentrés dans des conditions idéales puisque on va dire que les internationaux avaient fait un petit peu la différence. Donc je pense qu'on démarre de la meilleure des façons. Oui. Les règles du rugby à 7 demandent énormément de qualité. Cette variante du rugby à 15 se joue en demi-temps de 7 minutes. C'est 14 minutes, mais c'est 14 minutes de course très intense. Ça n'a rien à voir avec le 15. On n'a pas le temps de se reposer, on court à droite à gauche, on n'arrête pas. Mais on a l'habitude avec l'expérience, ça fait tous ceux qui sont là, ça fait déjà quelques tournois qu'on pratique, alors on s'habitue. À peine le temps de souffler que les Impies enchaînent déjà avec leur deuxième rencontre de poule. Cette opposition est un peu plus musclée. Les Kazakhs des Almaty Asia Sport donnent du fil à retordre, mais les Impies font parler leur expérience et l'emportent 40-22. Grâce à leurs 2 victoires, ils sont assurés de jouer les quarts de finale de la compétition. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, c'est une super expérience. On a pu jouer sur le terrain 1, c'était génial. En plus, on se régale sur le terrain, on a des super joueurs avec nous. Merci beaucoup à eux, merci à tout le monde, vraiment c'est génial et je suis très content d'être ici.
Deuxième jour de compétition pour les Impies, dernier match de poule qui va déterminer leur adversaire en quart de finale. Les guerriers sont opposés aux Speranza 22, un de leurs concurrents directs. Sur ce match, les Monégasques manquent un peu de lucidité, offrent des points facilement et se pénalisent avec un carton jaune. Malgré cela, les Impies trouvent les capacités nécessaires pour arracher le match nul, 10-10. Ils terminent deuxième de leur poule et restent ainsi invaincus dans ce tournoi. On était plus fatigués dans le match, donc on a fait plus de fautes. Mais pour moi, c'était un match gagné, même si on a fait un match nul. Et on est content. On fait que grandir. Et ouais, on va voir ça dans le quart de finale. Je crois que le niveau va monter encore et c'est à nous de monter ce qu'on a. Ces 4 matchs en l'espace de 2 jours auront laissé des traces. Les organismes sont mis à rude épreuve. Il faut vite récupérer pour enchaîner avec les quarts. Michael, l'ostéo du groupe, fait en sorte que les joueurs soient d'attaque. On essaye de rendre tout ça un peu plus supportable pour les joueurs, en essayant, en particulier au niveau musculaire, d'éviter tout ce qui va être contusion et ce genre de choses. Et là, on va essayer surtout que les joueurs soient le mieux possible pour réattaquer le match qui va suivre, en fait, tout simplement. Pour ce quart de finale, les Impies ont reçu de nombreux encouragements, comme notamment ceux de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, mais également ceux du pilote monégasque Charles Leclerc. Nous sommes ici avec Jacques et Gabriella pour le tournoi Rugby Sevens à Dubaï. Ça, c'est un tournoi exceptionnel. Voilà. Allez, la Impies. C'était la bonne occasion. Je viens de finir juste les tests des tests pneus à Dubaï. Donc voilà, c'est la bonne occasion. J'ai su qu'il y avait un match. Je connais un peu Gareth qui supervise un petit peu l'équipe de Monaco. Donc c'était la bonne occasion pour se revoir et pour supporter l'équipe. Une fois installée, la princesse Gabriella donne de la voix pour soutenir l'équipe de son oncle Gareth. Face aux Olorun Ponty Butchers, les Impies font la différence et se qualifient pour les demi, 31-14. Ils n'ont jamais atteint ce stade de la compétition. Plein soleil dans le désert, 32 degrés affichés. Pour la première fois, les Impies goûtent à la chaleur des Émirats. Aujourd'hui, les guerriers de Nicolas Bonnet affrontent les vainqueurs de l'édition 2017 de l'International Open, les Projects Waterboys, pour une place en finale. Les corps doivent être prêts, et ce après 3 jours d'efforts intensifs. You need to get them to that point. They're going to be ready, just ready to go before the game. You need to motivate them. You need to keep their brain there. You need to warm up the whole body. In the same time, you are making their brain to work and you make them switched on. Avant cette rencontre, les Impies peuvent compter sur un autre soutien de taille, celui de l'ancien international sud-africain Bryan Habana. Bonne chance pour cette match, je pense qu'il est très bien, peut-être à la finale tout à l'heure. Que la casse, que la Je connais quelqu'un qui fait l'entraînement avec cette équipe, quelqu'un qui joue aussi. En ce moment, Princesse Charline et Prince Hubert, il fait beaucoup de chance pour nous à Toulon pour les 5 dernières années. Comme ça, si je suis ici, c'est sympa, on vient pour ça. D'entrée de jeu, les Impies se mettent en difficulté en prenant 2 cartons en première période. Malgré une belle détermination, ils ont du mal à faire la différence face à des Écossais qui s'entraînent tout au long de l'année ensemble. Ils s'inclinent 29-0 aux portes de la finale. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être ici. On a fait une très belle première journée, une deuxième aussi bonne. Après, on est tombé sur des mecs qui étaient préparés. C'est ce qui a fait la différence. Tout ce qu'on vit au niveau rugby, c'est magnifique, au niveau aventure humaine aussi, parce qu'on a nos petits qui ont joué avec des internationaux, des joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs mondiaux, et ils ont beaucoup appris, je crois, de ce tournoi. Je pense qu'il faut faire des tournois comme ça, il faut jouer contre les meilleurs joueurs pour être au niveau, donc je pense que c'est une très bonne expérience pour eux, et j'espère être avec eux l'année prochaine encore. Thank you very much. Really appreciate and really value the experience you brought. Like literally in 4 days, we learned more than 3 years of rugby. So honestly, thank you very much for taking the time for us.
La présence des Impies l'année prochaine au Dubai Rugby Sevens ne fait aucun doute. Ils seront au rendez-vous, encore plus motivés que jamais. Cette équipe des Impies était basée sur le partage de savoir entre les internationaux et les jeunes joueurs de la Fédération monégasque de rugby. Une expérience qui leur aura servi à préparer au mieux les prochains championnats d'Europe en juin prochain. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Mercredi, les nuages arrivent peu à peu dans la matinée. L'après-midi sera donc plutôt nuageux. Quant aux températures, il fera de 11 à 15 degrés. Jeudi, même chose, une prédominance de nuages, comptée de 10 à 13 degrés. Vendredi, ce devrait être l'inverse, toujours des nuages, mais avec une prédominance de soleil. Les températures varieront entre 10 et 14 degrés. Et que ce soit samedi, dimanche et lundi, le soleil sera largement de la partie. Il fera juste un peu plus frais en début de semaine prochaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés en salle cette semaine dans votre magazine cinéma signé José Sacré. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.